Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le samedi 8 mars 2025 et je n'ai pas besoin de vous dire qu'on sort d'une semaine qu'on peut qualifier d'épique. D'ailleurs, si je devais parler uniquement de ce qui s'est passé sur les tarifs douaniers aux USA, je pense qu'il y aurait de quoi tenir à l'aise 1 heure dans cette vidéo juste pour commenter les tergiversations de Donald Trump et les « je te taxe, tu me taxes, il te taxe, nous nous retaxons, je te retaxe », enfin bref, tout ça. Mais si on doit faire un rapide bilan, voici plus ou moins où nous en sommes et ce qui s'est passé depuis que Trump est au pouvoir. Le 26 janvier, la Colombie refuse de reprendre ses ressortissants qui sont expulsés des USA. En réponse, Trump ordonne des mesures de rétorsion, incluant des tarifs douaniers de 25% sur les importations colombiennes, avec une augmentation prévue à 50% en une semaine si la Colombie ne revient pas sur sa position. La Colombie réplique en annonçant des tarifs similaires sur les produits américains, avant de se rendre compte qu'ils ont bien plus à perdre. Du coup, ils reprennent leurs expulsés en disant qu'ils se rattraperont sur les exportations de cocaïne. Oui, non, la dernière phrase, d'accord, c'est de l'humour, c'est pour rire. Le 1er février, Trump signe et impose des tarifs de 25% sur toutes les importations en provenance du Mexique et du Canada et de 10% sur celles de la Chine. Ces mesures devaient initialement entrer en vigueur le 4 février. Un tarif réduit de 10% est appliqué aux exportations énergétiques canadiennes, incluant bien sûr électricité, gaz naturel et pétrole, afin de minimiser les effets perturbateurs parce que oui, ça coûte cher l'énergie. 48 heures plus tard, le 3 février, après des discussions avec le Mexique et le Canada qui acceptent de renforcer leurs efforts pour prévenir le trafic de drogue vers les États-Unis, le président Trump annonce une suspension de ces tarifs prévus pour ces deux pays. Le 10 février, Trump annonce des tarifs de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, devant entrer en vigueur le 12 mars. Le 13 février, Trump demande à son équipe d'étudier la mise en place de tarifs réciproques pour chaque pays, basés sur leurs tarifs existants, balance commerciale et taxes sur la valeur ajoutée, avec un rapport attendu dans les 180 jours. Mais le 27 février, Trump annonce encore des tarifs de 25% sur les importations du Mexique et du Canada. Il explique que ça entrera bien en vigueur le 4 mars, mettant fin à la suspension temporaire. Il annonce également une augmentation des tarifs sur les produits chinois de 10 à 20%, effective à la même date, le 4 mars également. Le 4 mars, justement, les États-Unis mettent en œuvre les tarifs annoncés, 25% de plus sur les importations du Mexique et du Canada et 20% sur celles de la Chine. En réponse, la Chine rétorque, impose des tarifs supplémentaires de 15% sur le poulet, le blé, le maïs, le coton américain et 10% sur le soya, le porc, le bœuf et les produits asiatiques, les fruits, les légumes et les produits laitiers. Le Canada annonce des tarifs de 25% sur 30 milliards de dollars sur les produits américains, avec une expansion prévue à 125 milliards, et il retire les bouteilles de Jack Daniel des rayons des magasins canadiens. Le 6 mars, jeudi donc, Trump annonce encore une suspension de 30 jours des tarifs sur les produits conformes à l'accord États-Unis-Mexique-Canada, ce qui représente environ 50% des importations du Mexique et 38% de celles du Canada. Le Canada maintient ses premiers tarifs, mais suspend les augmentations prévues. Aujourd'hui, 8 mars, les tarifs de 25% sur les importations du Mexique et du Canada sont en vigueur, avec une suspension temporaire pour les produits conformes à l'accord États-Unis-Mexique-Canada, et ce jusqu'au 2 avril. Les tarifs de 20% sur les importations chinoises sont pleinement appliqués. Les pays concernés ont mis en place des mesures de rétorsion, augmentant les tensions commerciales, ce qui fait un peu paniquer les marchés, comme vous avez pu le voir, les marchés qui ne savent plus du tout où ils en sont et où ils vont et ce qu'ils veulent faire. Pas besoin de vous rappeler qu'on a parlé pratiquement que de ça durant la semaine dernière aux États-Unis. Le marché s'est plusieurs fois posé la question de savoir s'il allait casser la moyenne mobile des 200 jours sur le S&P 500 ou pas. Et spoiler alerte, on s'en est sorti par les poils à la dernière seconde de la semaine. Et pour le moment, nous sommes sauf. Mais pendant 24 heures, le Nasdaq s'est tout de même retrouvé en zone de correction, à savoir une baisse de 10% depuis les plus hauts. Pour l'instant, nous sommes sur une baisse de 9% par rapport au record sur le Nasdaq 100 et le composite est en baisse de 9,95% par rapport au plus haut, ce qui laisse entendre que ce week-end, en gros, on est debout au bord d'une falaise et qu'il vaudrait mieux pas faire un pas en avant. Et puis surtout, attention, parce que les stars de ces derniers mois, les Nvidia, les Tesla, ne sont pas au mieux. Tesla s'est fait démonter cette semaine, plus personne ne veut rouler avec des Tesla, tout comme le reste des Magnificent 7 qui sont un peu sous pression et on sait tous que ça pèse très très lourd dans les indices, ces petites bêtes là. Sans compter que les marchés américains sont complètement paumés, la volatilité termine la semaine à 24%, on était à 20% il y a une semaine en arrière, et d'un point de vue technique,
même si faire de l'analyse technique sur le VIX me paraît un peu tiré par les cheveux, on est quand même d'une très très belle tendance haussière qui laisse à penser que les tensions ne sont pas prêtes de s'arrêter, sachant bien sûr que Trump n'a pas du tout l'intention d'arrêter de foutre le bordel avec ses histoires de tarifs et qu'en plus, eh ben on va devoir commencer à gérer l'aspect macro aussi. Et puisque la semaine dernière, la Fed d'Atlanta a sorti son indicateur GDP Now qui laisse à penser qu'au vu de la situation actuelle, les USA pourraient, avec tout le conditionnel que ça comporte, pourraient éventuellement peut-être se diriger à fond en direction d'une récession. Nous avons vu que du côté des services, la croissance est là, mais que du côté de l'emploi, c'est pas la même rigolade puisque les chiffres de l'ADP étaient plus faibles qu'attendus durant la semaine et que les chiffres des NFP qui nous sont tombés dessus hier, n'étaient pas non plus au top de leur game. Côté NFP, l'économie américaine a créé 151 000 emplois en février, ce qui était inférieur aux attentes de 159 000, mais que l'on se rassure, le marché a intégré ça comme un soulagement parce qu'il craignait le pire. C'est d'ailleurs ce qui aurait permis au S&P de sauver les meubles. En gros, c'était pas aussi moche que l'on pouvait le craindre a fonctionné en fin de semaine, mais l'emploi a ralenti et le chômage augmente puisqu'il est de 4,1% alors qu'on attendait un niveau flat à 4%. Le rapport sur l'emploi de janvier a également été révisé à la baisse de 18 000 emplois. Et même si nous sommes contents que ça soit moins pire que prévu, les suppressions d'emplois et l'incertitude économique ont tout de même l'air de s'intensifier un tout petit peu. Alors pour le reste, bien sûr, on a aussi beaucoup parlé de la guerre en Ukraine. En toute fin de semaine, Trump évoquait même des mesures de rétorsion vis-à-vis de la Russie et estimait que c'était plus compliqué de négocier avec l'Ukraine qu'avec Poutine. Vendredi soir, les Russes ont commencé à parler d'accords de paix possibles sous certaines conditions. Et pendant que les USA et la Russie cherchent des solutions, on en a assez parlé la semaine dernière, l'Europe se prépare à la guerre et compte bien se réarmer. Bon, vu qu'ils fabriquent 45 Rafale par année, ils devraient être complètement réarmés autour de 2055, mais c'est l'intention qui compte. En tous les cas, du côté des marchés, c'est un coup de maître, parce que les 800 milliards annoncés qui vont partir dans les tanks, les missiles, les munitions et les bombes ont fait littéralement exploser le marché, et tout spécialement le secteur de l'armement qui est soudainement devenu le meilleur endroit pour investir. Il deviendrait presque vert et responsable. Oui, ça c'est de l'humour aussi, on est bien d'accord. Et puis juste pour faire un commentaire désobligeant, il faut tout de même noter que c'est incroyable comme c'est compliqué de trouver de l'argent pour les retraites, boucher les trous en formation dans les rues, je sais pas, loger les sans-abri ou faire de la recherche médicale. Par contre, alors, pour trouver du pognon, pour acheter des armes, alors là, easy going, ça devient hyper facile. C'est vraiment trop simple. On notera au passage que selon un sondage commandé et payé par un institut de sondage français, institut qui est détenu par un milliardaire français, soutien de la première heure du président Macron. 57% de Français seraient d'accord de s'engager dans l'armée en cas de guerre et 42% se disent prêts à mourir pour la patrie. Alors, je pense que le sondage a dû être fait sur un échantillon représentatif des membres du Parti Renaissance et de la famille de Gabriel Attal. Non, parce que c'est quand même ce qui est assez fou, c'est que si vous vous faites agresser par 2 racailles dans le métro parisien bondé à ras-bord, personne ne bouge, mais par contre, on veut nous faire croire que 57% des mêmes gens qui sont dans le même métro sont prêts à aller ramper dans la boue sur le front ukrainien pour aller se faire des Russes au fusil à pompe. Mais ben faites pas rire quand même, ne faites pas rire. Bref, tout ça pour dire que les marchés européens aiment le secteur de l'armement, que l'Allemagne va injecter des milliards dans leur économie avec la droite qui prend les commandes et que le frein à l'endettement va sauter et permettre au Bundestag d'investir massivement dans les armes de guerre et en plus dans l'économie. Du côté de la Suisse, on notera quand même, grosse nouvelle de la semaine, l'inflation a reculé de 0,3% sur un an au mois de février, mais ce qu'il faut surtout retenir de ces marchés, c'est qu'ils sont de plus en plus tendus, de plus en plus axés sur la géopolitique, et lorsque l'on voit la bande de clowns qui gère la géopolitique mondiale, on peut se dire que le mois de mars risque bien d'être volatile, stressant et épuisant. On est le 8 mars et je suis déjà mort de fatigue. Ah oui, et puis j'ai presque oublié de vous le dire, au milieu de tout ça, la BCE a trouvé le moyen de baisser les taux. Mais Lagarde a tout de même peur que les énormes dépenses à venir dans l'infrastructure et la défense pourraient mener à un retour de l'inflation. Pour l'instant, tout le monde s'en fout, parce que surtout de ce que fait la BCE, mais certains commencent à imaginer que Lagarde pourrait éventuellement, peut-être, ne pas baisser les taux en avril, et ça, c'est pas du tout prévu dans nos ordres de marche. Et c'est pas fini, parce que hier soir, Jérôme Powell a parlé, et il a estimé que l'économie américaine était confrontée à un haut niveau d'incertitude, et que la Fed pouvait cependant se permettre d'attendre d'avoir plus de clarté sur la situation et sur les réformes engagées afin de bouger les taux. Le patron a prononcé à plusieurs reprises le mot incertitude. En résumé, il est comme nous, il n'en sait rien et il est bourré.
d'incertitude, justement. Du côté des performances de la semaine, alors vous voyez que ça rigole pour l'instant en Chine. Le Hang Seng prend 5,62%. Il faut dire que les autorités chinoises se sont montrées très enclines à vouloir augmenter leur stimulus et à pousser le côté intelligence artificielle. Donc ça a bien aidé durant la semaine. L'or qui fait office de valeur refuge qui prend 2,3%. Le DAX qui prend 2% avec ses injections massives décidées par le gouvernement allemand, le nouveau gouvernement allemand. Shanghai qui prend 1,56%. Le Suisse qui gagne quand même 0,68% sur la semaine. Le CAC qui finit péniblement en hausse de 0,11%. Et le reste... Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez que le Nasdaq perd 3,45, le S&P 3,10, le Philadelphia Semiconductor Index plus moins 2,88, le Dow Jones moins 2,37. Ouais, c'était une sale semaine pour les États-Unis. Beaucoup trop d'incertitudes, beaucoup trop de craintes. Et puis, le pétrole qui perd également 3,9%. On y reviendra tout à l'heure au niveau des graphiques. Sur le SMI, donc, qui gagne 0,68% sur la semaine, on notera que Richemont s'est fait déglinguer en perdant 10%. Oui, puisque forcément, taxe douanière fait craindre ralentissement, donc, etc. Moins d'acheteurs, problème par rapport à la Chine. Le luxe n'a pas trop aimé la thématique. Geberit a publié ses chiffres, on en reparlera tout à l'heure, un petit peu plus loin. Et puis autrement, l'UBS toujours sous pression parce que crainte des ralentissements économiques, moins 4,63% de nouveau. Et puis on retiendra autrement que c'est plutôt pas mal du côté de Novartis, pas mal du côté de Nestlé et pas mal du côté du Bon Rush sur une semaine. On ne va pas se plaindre, heureusement qu'ils sont là pour un peu tenir la baraque. Hein. Souvenez-vous, on en parlait déjà la semaine dernière. Depuis quelques temps, ils ne foutaient plus rien. Et là, tout d'un coup, c'est de nouveau les trois grands noms qui tiennent le SMI. On cherche vraiment un très fort côté défensif pour le moment. Si on prend les graphiques de la semaine, vous voyez le SMI ici en premier lieu et en première position. Vous voyez que le SMI pour l'instant, eh bien, il se comporte plutôt pas mal. On tient ces niveaux de 13 000, hein, c'est un peu le gros support du moment. On voit qu'on a essayé 2-3 fois d'aller en dessous, mais à chaque fois on repasse en dessus. Pour l'instant, notre tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis un moment très verticale semble vouloir s'aplatir un peu plus. Mais pour l'instant, ça tient. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se fixe un chiffre rond, les 13 000. Il serait bien qu'on n'ait pas en dessous. Vous voyez aussi que de l'autre côté, on a quand même des croisements de moyenne mobile qui se confirment. Vous avez la moyenne mobile des 200 jours qui est en vert, qui a donc croisé la moyenne mobile des 50 jours. Ça fait déjà quelques jours en arrière. Donc la tendance du SMI a complètement changé. Et vous voyez par contre de ce côté-là, au niveau des indicateurs, eh bien, on est plutôt au milieu de nulle part et on ne sait plus trop quoi faire dans l'immédiat. L'indice américain, alors là, ça se passe de commentaires. On a été testé la moyenne mobile des 200 jours. Je vous en ai parlé 15 000 fois durant la semaine. Ça faisait depuis novembre 2023, depuis le pivot de la Fed qu'on ne l'avait plus fait. Vous voyez que heureusement, j'ai envie de dire heureusement, après moult tentatives, on n'a pas réussi à casser la moyenne mobile des 200 jours sur une base hebdo en tous les cas. Et donc là, le renversement de tendance de vendredi soir nous a permis de sauver les meubles en restant au-dessus de ces niveaux de la moyenne mobile qui est à 5750, niveau à ne pas casser. On a été testé en dessous, mais à chaque fois, on voit les acheteurs qui reviennent. Donc pour l'instant, on peut garder un certain optimisme. Vous voyez aussi qu'au niveau des indicateurs, on est très très bas pour l'instant. On peut espérer, sur une bonne nouvelle, peut-être une annonce de paix de la part de Donald Trump ces prochains temps. Un rebond sur le S&P 500. Le Nasdaq, c'est plus compliqué. Hein, j'avais noté la limite des 10%, c'est la correction. On rentre en zone de correction. Pour l'instant, on est ressorti de cette zone. On l'a testé. Vous voyez qu'on était à un moment donné en zone de correction et puis on est revenu de nouveau en dessus. Donc quoi, on a cassé la moyenne mobile des 200 jours sur le S&P, sur le Nasdaq, ça c'est clair. Mais par contre, pour l'instant, on s'accroche à ce niveau de correction ou pas correction. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, donc tout va plutôt pas trop mal au niveau du Nasdaq 100. Mais quand même, on sent que c'est difficile. Heureusement, là aussi, on est clairement survendu au niveau des indicateurs. Mon indice de référence, le SOX, alors vous voyez qu'on avait ce range qu'on surveille depuis un moment. Ça, et là on est sorti du range hein, clairement depuis une semaine et demie, et donc là on est en train d'aller chercher les bas d'ici du mois d'août, les extrêmes ici, donc les 4400, là c'est un peu la dernière qui sonne. Là aussi on a des indicateurs qui sont très très bas ici, vous voyez. Là, on peut espérer qu'on va rebondir. La problématique, c'est qu'est-ce qui va générer le rebond. La semaine dernière, ce qu'il faut noter au niveau des semi-conducteurs, c'est que Nvidia s'est fait massacrer quand même sur la semaine. Elle perd quasiment 10%. Si vous regardez un petit peu plus loin, vous avez Marvell qui a sorti une mauvaise guidance qui a mis la pression sur le secteur. Et en même temps, de l'autre côté, Broadcom qui a publié des relativement bons chiffres, des très bons chiffres même, et avec des commentaires relativement optimistes, qui a un petit peu sauvé les meubles. Mais voilà, aujourd'hui, on se demande qui sera le catalyste. On sait que Nvidia est très bas.
est très basse en termes de performance. Regardez d'ailleurs. Vous avez Nvidia qui est allé chercher ses bas, hein, ces extrêmes bas qu'on avait notés ici dans cette espèce de range. Et puis aujourd'hui, bah, elle rebondit un petit peu sur autour des 105, 106. C'est un niveau qui a l'air relativement intéressant pour être se positionner si on devait aller peut-être affiner, je sais pas, difficile à dire, mais... Ouais, on voit que les 100, c'est un peu la dernière qui sonne. Donc, Nvidia est très basse. Est-ce qu'elle a la capacité de renverser encore une fois la tendance et de dire « Ok, c'est moi qui vais retirer le marché à la hausse » La réponse, on l'aura bientôt. Mais attention quand même, vous voyez que les changements de tendance sont en train de se confirmer au niveau des moyennes mobiles qui sont en train de repartir dans une direction un peu plus comme ça. Et un croisement de la moyenne mobile des 50 et des 200 qui sont la rouge et la verte ici, ne serait pas forcément très rassurant parce que si vous regardez Nvidia sur le long terme, vous voyez que la dernière fois qu'on a eu un croisement de moyenne mobile à la hausse, c'était il y a très longtemps. Et donc la tendance derrière a explosé. Voilà, ça veut pas dire que l'un sera le pendant de l'autre, mais attention quand même à ces indices-là. Le DAX, la machine à faire du pognon, continue d'exploser, donc ça, il n'y a rien à dire. Les bonnes nouvelles, injection, soutien économique, bref, il n'y a pas de raison de se poser de questions, tout va bien. Et puis en plus, le DAX est clairement soutenu par toutes les boîtes de la défense. La vedette parmi les vedettes, c'est Rheinmetall, qui a quand même juste cartonné ces derniers temps. Vous voyez ce qu'elle fait depuis que la guerre, entre guillemets, est à nos portes en Europe de nouveau, depuis que les dirigeants européens ont décidé de s'investir dedans. Donc là, vraiment, depuis le 14 février, eh bien, on est passé quand même de 700 sur Rheinmetall à 1200 au plus haut. La hausse est verticale et on se demande surtout à quelle vitesse ils vont pouvoir justifier des multiples pareils, même s'ils ont des contrats. Aujourd'hui, les fabricants d'armement, le plus gros problème auquel ils font face, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à livrer. Il y avait un article qui disait qu'ils arrivent à fabriquer quasiment 45 rafales par année. 45 rafales, ça fait pas beaucoup, donc il faudra augmenter la cadence de production pour aussi pouvoir encaisser de l'argent, parce que si vous avez des gros contrats mais que vous n'arrivez pas à suivre, ce sera un autre problème dont on pourra peut-être discuter un autre jour. Le pétrole, vous voyez, cassure à la baisse. Donc là, le pétrole, je vous en parlais brièvement tout à l'heure, le pétrole, c'est la production qui augmente, la consommation qui baisse, l'OPEP qui veut augmenter sa production. Bref, pour l'instant, c'est un peu compliqué d'un point de vue technique. On a tenté un rebond en fin de semaine, mais ça reste très compliqué. Mais surtout, on est en dessous de cette tendance qu'on avait à l'époque, et c'est la première fois qu'on en sort depuis le mois de septembre dernier, donc à surveiller. Mais là aussi, attention avec ces histoires de paix, d'accords de paix, ce qui pourrait aussi générer pas mal de volatilité sur les hydrocarbures ces prochains temps. Le Bitcoin qui va dans tous les sens. Alors écoutez, le Bitcoin, on va pas revenir là-dessus parce que c'est pas ma spécialité, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que cette semaine, eh bien, Trump a annoncé la création d'un fonds crypto, mais pas un fonds crypto qui va acheter de la crypto, un fonds crypto qui va simplement se contenter finalement de garder les crypto-monnaies qui ont été saisies dans des histoires illégales pour en faire un fonds. Pour l'instant, il n'est pas question d'acheter sur le marché. Alors le marché, comme je le disais dans le Morning Bull Live, s'estimait content parce que finalement c'est toujours ça de prix, au moins ce ne sera pas ça qui reviendra mettre la pression vendeuse sur le marché, mais c'est clairement pas ce qu'on attendait. À surveiller là aussi cette moyenne mobile des 200 jours qui passe par les 83 000, on voit qu'on a été la tester plusieurs fois, mais qu'on n'arrive pas à passer en dessous. Pour l'instant, on attaque avec nos vedettes de la semaine et on commence par Partners Group puisque JP Morgan a relevé les recommandations de neutral à overweight et globalement ils ont poussé la recommandation à la hausse avec un objectif de cours à 1540 contre 1285 auparavant. L'analyste justifie ce relèvement de recommandation par les importantes opportunités de croissance à long terme et il estime que la forte position de l'entreprise sur le marché de la fortune privée justifie tout cela. Alors vous voyez que sur la nouvelle, eh bien ça a plutôt poussé à la hausse, mais que finalement, on a vu, c'est vite redégonflé, et puis qu'à la fin de la semaine, on est au même niveau que nous étions avant la recommandation de JP Morgan. Donc on était plus ou moins à 1300 en début de semaine, on finit la semaine autour des 1324 avec un top durant la semaine à plus ou moins 1380 francs suisses sur Partners Group. Donc recommandation à la hausse, target au-dessus des 1500. Techniquement, tant qu'on tient là, peut-être qu'on est en train de construire quelque chose et on pourrait essayer d'envisager un retour, en tout cas dans un premier temps, sur les hauts qu'on a ici, qui datent du mois de février. Donc à surveiller, toute cassure là-dessus sera à surveiller également si on va chercher la moyenne mobile à 1245, mais peut-être que là, ça pourrait être une super bonne opportunité d'achat. Chez ABB, le mastodonte zurichois a donc décidé d'investir 120 millions de dollars supplémentaires dans ses capacités de production aux USA.
Évidemment, on entend le bruit des menaces de droits de douane qui arrivent derrière à cause de Donald Trump, bien sûr. Et donc la multinationale a fort à propos rappelé avoir déjà injecté plus d'un demi-milliard de dollars au pays de l'oncle Sam ces 3 dernières années. Donc on voit qu'ils sont en train de plier dans la bonne direction. ABB, là aussi, vous voyez, ça ressemble beaucoup à un Partners Group. En fait, j'ai eu un petit doute pendant quelques secondes. Vous voyez que pour l'instant, on tient ce niveau-là autour des 48 francs suisses. On a fait une exagération la semaine dernière. Mais l'un dans l'autre, on essaye de se construire là-dessus. On est en dessous de la moyenne mobile des 200 jours, il faut faire attention, et on a une menace de croisement des moyennes. Attention, parce que quand on voit d'où vient ABB, si jamais il y avait un changement de tendance, ça pourrait être quand même assez compliqué. Vous voyez que la dernière fois qu'on a vraiment croisé les moyennes, on a fait un faux break ici, mais à l'époque c'était ici, donc on a quand même pas mal de craintes à avoir. Néanmoins, les chiffres étaient bons, pas suffisants par rapport au marché, mais je pense que si on vient sur les 45 francs suisses, il ne faudra pas non plus hésiter trop longtemps à essayer de remettre les mains à l'intérieur. Lind und Sprüngli, le chocolatier, est parvenu à accroître sa rentabilité l'année passée. Alors malgré le prix du cacao qui est toujours très très cher, ils vont proposer du coup un dividende en hausse de 7,1% à 1500 francs suisses par action, 1400 francs suisses en 2023 et 150 francs suisses par bon de participation contre 140 francs suisses en 2023. Ceci devrait être validé lors de l'Assemblée Générale du 16 avril. La performance a donc décoiffé totalement les attentes des analystes. Et puis dans la foulée, une banque privée zurichoise qui commence par Fon et qui finit par Tobel a abaissé la recommandation à Hold en venant de Buy. Et puis en même temps, ils ont relevé l'objectif du bon. Ce qui est assez fou, j'adore quand on baisse la recommandation, mais qu'on augmente le price target. C'est toujours tellement bon à entendre. En gros, je suis plus aussi bullish qu'avant, mais par contre, je pense que ça va plus haut qu'avant quand même. Moins tu pédales plus fort, moins tu avances plus vite. Vous voyez le bon Lind und Sprüngli, ça se passe de commentaires. Il n'y a absolument pas d'analyse technique à faire là-dessus. Simplement, on dirait presque qu'ils font de l'armement. En fait, c'est la même tronche que le graphique de Rheinmetall. Donc là, depuis mi-février, le titre est passé de 10 000 à quasiment à 12 000. Donc 20% de hausse. Et en plus, maintenant, on leur augmente le dividende. C'est toujours difficile de faire de l'analyse technique sur ce truc, mais on voit que pour l'instant, on est dans un range depuis très longtemps et qu'on est en train de sortir de ce range. Alors souvenez-vous de la période de 2021 où le titre n'avait fait que de monter. Eh ben, si tout d'un coup, on arrive à casser les plus hauts historiques qu'on avait fait ici, je vais dire au-dessus des 13 000, ce sera assez intéressant de voir si le bon a la capacité de continuer. Pour peu que le cacao se calme un peu ces prochains temps, on ne sait jamais. Arbonia a renoué avec la rentabilité l'an dernier. Ils ont opéré un recentrage de leurs activités sur la fabrication de portes en cédant leur division Climate. Le groupe a dégagé un bénéfice net sur ses activités de 2,7 millions de francs suisses contre une perte de 14,1 millions en 2023. Claudius Moore, le nouveau directeur général, espère une reprise dans le secteur de la construction cette année. Ça n'a pas suffi pour rendre le marché joyeux, puisque sur l'annonce, Arbonia a perdu près de 14%. Ça se passe de commentaires là aussi, vous voyez qu'on tentait une reconstruction, c'est le cas de dire, au-dessus en direction des 14 francs suisses, mais pour l'instant, échec. Voilà, on va dire peut-être que les commentaires un petit peu trop timorés de la part du management n'ont pas plu au marché. Je crois que là, on a été rechercher les plus bas. Pour les traders, je pense qu'essayer de la rechoper à 10 balles pour jouer peut-être un rebond ces prochains temps, ça pourrait être quelque chose à surveiller pour peu qu'il y ait un petit peu plus de commentaires positifs. N'oubliez pas non plus qu'on parle quand même d'une période de paix potentielle à venir entre l'Ukraine et la Russie. Et si cela pourrait se produire, tout ce qui est construction devrait forcément en bénéficier. Chez Sandoz, c'est pas vraiment la fête au village. Le géant des génériques et biosimilaires a vu son bénéfice net fondre à peine plus d'un petit million de dollars contre 80 millions en 2023. Les actionnaires auront et devront se prononcer sur le versement d'un dividende de 60 centimes par action qui sera agrémenté d'ailleurs de 15 centimes sur une année. Peut-être qu'il devrait d'ailleurs se lancer dans la fabrication d'armes pour essayer de se diversifier parce que visiblement, il n'y a que ça qui marche en ce moment. Alors vous voyez que la publication n'a pas vraiment plu au marché. On a une journée très volatile sur Sandoz lors de la publication. Vous le voyez sur le candlestick d'il y a 3 jours, là, ici. Et donc pour l'instant, notre on va dire, tendance baissière est clairement affirmée. Sans vouloir être méchant, j'ai un peu l'impression que quand on voit le comportement du titre depuis 2 semaines,
J'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui devaient savoir un peu, ou connaître, ou estimer que la qualité des résultats serait médiocre. On voit qu'il y a eu pas mal de dégagements. Perso, de nouveau, là, sur une base trading, à court terme, je me dis que revenir se positionner autour des 37, 20, peut-être qu'il y aura quelque chose à jouer pour un rebond, tout est survendu, le pire est derrière nous, peut-être qu'il y aura un peu d'espoir à jouer. N'oubliez quand même pas que sur le moyen long terme, la tendance chez Sando est quand même plutôt bullish, hein, même si là on est un petit peu en dehors de ce trend. Je pense que si on réintègre là-dessus, il faudra se repositionner avec une vision long terme, ou alors juste jouer un rebond depuis les 37 pour quelqu'un qui voit une vision un peu plus court-termiste sur Sando. Construction toujours, Geberit a déclaré jeudi dernier que le bénéfice net pour l'année 2024 a chuté, tandis que les ventes ont augmenté d'une année sur l'autre. Donc le bénéfice net pour 2024 est à 597 millions de francs, contre 617 millions de francs l'année précédente. Le bénéfice par action est passé de 18,35 à 18, et les ventes du fabricant de produits sanitaires ont totalisé 3,09 milliards de francs contre 3,08 milliards l'année précédente. Les résultats sont un peu en dessous des attentes, mais vraiment un tout petit peu style homéopathique. Et puis il faut surtout noter que Geberit pense que le fonds d'infrastructure annoncé par les Allemands, donc le fonds de 500 milliards au moins, devrait stimuler la construction et donc inévitablement ruisseler sur eux dans la foulée. Et c'est d'ailleurs ces commentaires-là qui ont permis à Geberit de s'envoler la semaine dernière, hein, en passant de 524 à quasiment 594 au plus haut. Effectivement, donc le fonds d'infrastructure, et puis aussi, hein, c'est quelque chose dont on a déjà parlé plusieurs fois au sujet de Geberit, c'est que si jamais on arrive à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, la reconstruction de l'Ukraine va coûter beaucoup de pognon, et il faudra forcément beaucoup de faïences, de WC, de lavabo, et ça devrait bénéficier un petit peu à Geberit. Donc on va dire que si tout va bien, on se dirige vers des jours meilleurs au niveau de Geberit. D'un point de vue technique, pas grand chose à dire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait des nouveaux plus hauts relatifs, hein. Vous voyez que là, on avait fait un plus haut, ensuite un peu plus haut, et puis un peu plus haut, puis un peu plus haut, puis depuis quelques temps, boum. Et par contre, on a enfin redépassé le plus haut historique du mois de mai l'année dernière, enfin le plus haut historique, le plus haut du mois de mai l'année dernière. Et peut-être que ça nous ouvre un petit peu la porte pour retrouver des couleurs. Et je vous dis, le prochain move sur Geberit, si on arrive à déclencher une tendance un peu haussière, ce sera de retourner au niveau des 800 balles, parce que les choses vont revenir à la normale et iront un petit peu mieux pour la construction. C'est en tout cas tout le mal qu'on leur souhaite. Chez Novartis, l'Assemblée Générale a élu Giovanni Caforio à la présidence du conseil d'administration. Ce dernier va donc succéder à Jörg Reinhardt en fonction depuis 2013. Les actionnaires ont également donné leur feu vert au versement d'un dividende de 3,50 francs par action et à la réduction du capital action d'environ 38 millions de francs suisses par l'annulation pure et dure de 77,5 millions de titres. Vous voyez que le changement à la direction de Novartis a bien fait plaisir à l'action, qui souffrait un peu la semaine dernière, mais qui s'est bien reprise, puisqu'on est de nouveau de retour au niveau des 100 balles sur Novartis. Et souvenez-vous, hein, range. Donc là, boum, 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 boum. Donc le prochain objectif, 106 sur Novartis. En vrac, le producteur de revêtements de sol, adhésifs de construction et courroies de transmission Forbo se félicite d'être presque parvenu à maintenir ses recettes au niveau de 2023. La contraction du chiffre d'affaires s'est toutefois aussi répercutée sur la rentabilité. Roche a annoncé de nouvelles données positives issues de l'étude de phase 3 Outmatch, apportant des démonstrations supplémentaires du rôle du Xolair dans le traitement d'une ou plusieurs allergies alimentaires. Roche toujours, l'agence américaine des médicaments, la FDA, est entrée en matière pour examiner une demande d'extension d'homologation pour le traitement du Gazivaro de Roche contre la néphrite lupique. Ne me demandez pas ce que c'est. Roche encore, ils ont ouvert un centre d'innovation destiné également à sa filiale américaine Genentech sur le campus dévolu à la recherche par les entreprises de l'université de Harvard. Roche est partout et continue à se comporter relativement bien en bourse. Colten a renoué l'an dernier avec une rentabilité habituelle comblant l'accès de faiblesse opérationnelle de 2023. Le bénéfice net s'est rétabli de plus de 70% pour atteindre 20,5 millions de francs suisses. L'aéroport de Zurich a réussi à améliorer ses recettes et sa rentabilité en 2024. Il se montre cependant mesuré quant à ses objectifs de rentabilité pour l'exercice 2025. Le bénéfice devrait s'avérer inférieur à celui de 2024, d'autant plus que l'inauguration de l'aéroport de Noida
en Inde est retardé à la fin du mois de juin. Medacta a racheté son homologue en Floride, Parcus Medical, spécialisé dans la médecine du sport, pour un montant qui n'a pas été dévoilé. Le rachat est financé sans apport extérieur et a déjà été finalisé. Et puis Micron a vu sa rentabilité s'étioler l'an dernier, affectée par un ralentissement sur le marché nord-américain. Le dividende reste néanmoins inchangé à 50 centimes par action. Voilà ce que l'on pouvait retenir de cette semaine très compliqué. Les marchés sont nerveux et les investisseurs doutent, comme ils n'ont pas douté depuis bien longtemps d'ailleurs. Le Greed and Fear Index est à 20 et la semaine qui nous attend nous promet plein de chiffres sur l'inflation, puisque CPI en Chine, CPI en Allemagne, CPI aux USA et PPI également aux USA. Et on aura probablement droit à 234 interventions de Trump. Et puis on va reparler de la guerre et un tout petit peu de la paix, on espère. Une chose est sûre, si vous pensez que la semaine dernière a été compliquée, c'est pas certain que celle qui arrive soit beaucoup plus simple. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et moi, je vous retrouve bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et ensuite, pour ceux qui pensent que quand je pars en vacances, il se passe des trucs, je vous ferai encore un Morning Bull Live le mardi matin. Puis après, je serai dans l'avion. Il y aura d'autres vidéos durant mon absence en fonction de l'actualité. Et puis, je vous les ferai depuis là-bas. Plus 2-3 trucs que je vous ai déjà préparés. Par contre, le week-end prochain, on fera l'impasse sur le Swiss Bliss. Parce que là où je serai, ça va être un petit peu compliqué de se taper un truc aussi long durant les vacances. D'ici là, soyez forts, longue vie au bull market, vive l'intelligence artificielle, vive l'armement et désolé pour le SG. Allez, très bon week-end à tous et à lundi. Bye bye.